Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui c'est un book haul. Évidemment on est comme en début de mois, donc forcément c'est le book haul du mois précédent, donc le mois de mars. Alors il faut savoir que dans ce book haul-ci, j'en ai 27 à vous présenter. C'est beaucoup. Mais là-dedans il y a un SP je crois, 2 cadeaux, 2 SP, en tout cas je me souviens plus. Mais il y en a certains qui ont été gratuits. Donc forcément, ça m'a encouragée à en acheter un peu plus. J'ai fait 2 commandes Momox aussi. Les commandes Momox sont un petit peu téléguidées parce qu'elles sont en fonction d'une bande dessinée qui tout d'un coup a une baisse de prix que j'attends depuis des lustres et que forcément il faut un minimum de 19 € pour acheter quelque chose. Donc j'en achète 2 ou 3 en même temps, donc c'est ça. Donc ça en fait quelques-unes en fait chez Momox. Je vais d'abord commencer par les 4 dont je vous ai fait les avis lecture. Donc je pense que c'est la semaine précédente ou la semaine d'avant, je me souviens plus. Mais je les ai achetés effectivement au mois de mars, donc je vous les représente encore une fois, mais je vous mettrai les liens vers les avis lecture en barre d'infos. Donc si vous voulez aller revoir ça, voir ou revoir ça, effectivement, allez-y. Le premier, c'est chez Delcourt dans leur collection Shampoing, donc format mou, un peu petit, limite en fait un petit peu format poche, disons, surtout pour une bande dessinée. Donc c'est Grégory Panaccione au scénario et dessin et c'est Âme perdue. Donc si vous voulez aller voir l'avis lecture, allez-y. Vraiment chouette, je vous montrerai encore quelques extraits. Voilà. C'est une bande dessinée qui est quasi muette, donc un petit peu comme un peu un océan d'amour, mais c'est pas du tout pareil en fait. C'est extrêmement touchant, mais c'est ça. Donc on va pas refaire le pitch. Hop. Ensuite, chez Fluide Glacial cette fois-ci, donc scénarisé par Joret et dessiné par Beignet, c'est Chapatanka, le tome 2. Petite BD sympa. C'est plein de bons mots, c'est plein de pastiches, c'est plein d'humour, c'est assez marrant. Petite ville qui est envahie par des fantômes assez omniprésents, disons, donc vraiment sympa. Et voici effectivement les graphismes. Donc ça. Mon fameux SP, premier SP de ma vie en fait, qui est donc chez Actu SF. Et c'est Alexandre De Croze au scénario et dessin, et c'est les 1000 verbes. Très chouette aussi, j'ai beaucoup aimé, surtout que le dessin est très particulier, l'ambiance très sympa et l'histoire est chouette. Donc allez-y, allez voir. Ensuite, un petit dernier aussi comme un coup de cœur, une bande dessinée qui a été très touchante, effectivement, chez Sarbacane, scénarisée et dessinée par Sylvain Escalon, et c'est Saperlâche. Vraiment chouette aussi. Un petit extrait de... Qu'est-ce que ça donne en graphisme? Ça donne ceci. Donc... Voici pour les 4 que j'ai lus effectivement et dont je vous ai déjà chroniqué la lecture. Et c'est parti mon kiki pour les 23 restantes. Je vous ferai un topo effectivement quand ce serait occasion ou neuf. Donc celle-là elle est neuve. On est chez Delcourt. C'est le tome 15 en fait de le cycle Les 5 terres, je vais y arriver. Et donc c'est Llewellyn au scénario et le reculé au dessin, si je me trompe pas, donc ce soit le contraire. Scénario Llewellyn et dessin le reculé. C'était donc bien ce que j'ai dit. Puis c'est effectivement le numéro 15. Donc Sainte-Terre, il faut savoir qu'effectivement il y a tout ça en cycle et qu'on est rendu là. Moi j'ai lu le premier, j'ai pas lu le deuxième, mais je vais peut-être à un moment donné lire le troisième quand j'aurai récupéré mes BD dans les cartons, mais c'est ça. Donc ça, bien chouette. C'est une bonne... faut que je montre quand même quelques dessins. Quand même assez classique, mais très chouette. C'est très chouette. Puis les BD sortent quand même assez rapidement. Enfin, je veux dire, je sais plus quand est-ce qu'a démarré le cycle, mais ça fait déjà un moment, en fait, que c'est sorti comme à 2-3 ans, je crois. Mais il y a une BD quasiment tous les 6 mois, je pense, un truc comme ça. Donc c'est quand même assez intense. Ensuite, parce que j'ai beaucoup aimé le scénario de IRL, donc scénarisé par Marc Issersaul, que j'ai toujours pas très bien prononcé, mais je me suis acheté en fait en d'occasion À mourir entre les bras de ma nourrice, donc ça c'est chez Glénat, et c'est donc Marc Issersaul qui est au scénario, avec Henri Scala, et les dessins et couleurs sont de Raphaël Pavard, donc ça donne ceci. Alors ça parle de Fatoumata, femme de ménage qui élève seule ses 3 filles, n'aurait jamais dû accepter le marché des dealers de la cité. Rien ne se déroule comme prévu, elle se retrouve au cœur d'une guerre qui la dépasse, une guerre dont elle devra se sortir une fois de plus toute seule. Je pense que ça va être assez chouette. Le dessin est superbe. J'adore. Un peu pastel, crayonné, comme avec des crayons de couleur. En fait, c'est super joli. Vraiment chouette. C'est vraiment des ambiances sympas. Donc ça. Ensuite, toujours d'occasion, parce que celle-là, ça faisait un petit bout de temps que je voulais la lire. C'est aux éditions Delcourt. C'est un petit format. En fait, je pensais pas que ça allait être mou comme ça, mais c'est... Alors, Almudena, Le temps d'un été. Donc, c'est scénarisé par Samuel
Fear, illustré par Mar Julia, conception des couleurs par Ashanti Forstone. Alors apparemment c'est Waves, je pense, la collection. Puis alors là, on suit. Donc, Almudena s'est toujours interrogée sur l'identité de son père absent. Ça, c'est le petit truc en exergue. Donc, en route pour une tournée exceptionnelle, sa mère la confie tout l'été à un inconnu qui n'est autre que son père guatémaltèque. Xavier semble vraiment heureux de la rencontrer, il compte l'accueillir et sur son aide pour réparer sa vieille maison délabrée. Pendant ces 2 mois estivaux, elle va devoir en plus de cela se confronter à une barrière linguistique. Il parle un espagnol à toute vitesse, alors qu'elle n'en comprend pas un mot. C'est même tout le voisinage qui est originaire d'Amérique latine avec les valeurs et l'énergie qui vont avec. Mais le temps presse pour qu'Almudena et Xavier apprennent à s'apprivoiser, la clé de relation première résidée dans la réunion de toutes ces divergences, blablabla. Donc ouais, j'étais intriguée par le dessin, comme ceci, intriguée par l'histoire, vraiment. Une jeune fille, effectivement, qui se retrouve dans un milieu où elle comprend rien du tout, ça peut être sympathique, en plus avec son père, donc pourquoi pas, ça c'est cool. Celui-là, je l'ai acheté dès qu'il est sorti, faudrait que je le lise d'ailleurs, mais j'en ai lu un autre de lui avant. Je me souviens plus lequel, mais bref. Là, on est aux humanoïdes associés, et c'est alors El Diablo qui scénarise, et Nico James qui est au dessin. Alors j'en ai vu des chroniques assez dithyrambiques quand même. Et c'est les bases œuvres. Donc c'est un gros bazar là. Bon, le dessin c'est sûr qu'il est quand même assez clair, enfin assez rapide je dirais. Donc on va voir. Il paraît que c'est génial. Il paraît que c'est génial. De toute façon les scénarios d'El Diablo sont toujours absolument super. Alors ça nous dit à Portfield, l'empire du mafieux Don Burin chancelle. Sa femme Amanda aspire à plus de pouvoir et de liberté. Zara, stripteaseuse redevable, cherche à fuir pour réaliser son rêve. Gabino, le bras droit du boss, sombre peu à peu dans une étrange fièvre. Et Cesare, jaloux de celui-ci, complote avec le gang Mendoza. Au milieu des conspirations, le flic cramé, Sam Doumis, et le justicier raté El Chupacabra précipitent la ville vers une explosion sanglante et chaotique. En général, il y a toujours des... Avec El Diablo, c'est toujours assez pointu et un peu flyé et taré avec plein d'humour. Donc j'ai bien hâte de le lire, effectivement, et pouvoir vous le chroniquer, ça c'est certain. Ensuite, d'occasion, parce que je complète ma collection, effectivement, de cette série-là, qui est donc issue des romans de Pierre Lemaître. C'est la brigade Verhoeven. Donc là, c'est Irène. Je ne sais pas c'est le combienième, c'est pas marqué, je pense. Non, c'est ça. Il n'y a pas forcément de tome, si je ne me trompe pas. Ce sont quand même des histoires uniques. Mais le personnage qu'on suit, c'est quand même justement la fameuse brigade Verhoeven, où il y a un tout petit bonhomme, en fait, un commissaire qui est assez rikiki et très spécial, en fait, au niveau caractère. Les intrigues sont quand même assez intéressantes. Donc ça, j'en ai lu 2, je pense, parce que ça, c'est le 3e. Ensuite, une bande dessinée, en fait, dont je termine la collection. J'attendais aussi celui-là depuis un petit moment. C'est sûr que j'ai pas lu les 3 premiers, mais j'ai acheté le tome 4. Je pense que ça va être une histoire très chouette. C'est aux éditions Soleil, donc dans leur collection Quadrant, et c'est Couleur de peau miel, donc le fameux tome 4. C'est une biographie, je pense, de l'auteur, en fait, de Jung, qui raconte, alors, est-ce qu'il est coréen ou, je me souviens, il est asiatique en tout cas, et je crois qu'il arrive en France, donc il décrit effectivement son arrivée, si je me trompe pas, j'espère que je dis pas de grosses bêtises, mais son arrivée effectivement dans notre pays, quoi. Donc c'est ça que ça donne au niveau des graphismes. C'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Je sais que ça date déjà d'un petit moment en fait, cette bande dessinée là, et je pense qu'il y avait quand même de bons échos. Toujours en occasion, cette fois-ci chez Casterman, étant donné que j'ai beaucoup aimé Une invitée dans la demeure de E.M. Carroll, ben, je me suis acheté Dans les bois, donc c'est ça que ça donne, voilà. À l'époque, elle s'appelait Emily Carroll. Aujourd'hui, elle s'appelle E.M. Carroll. Et en fait, ça parle de... Alors, ça va être encore un peu flyé, un peu étrange, un peu sombre, un peu bouleversant au niveau du cœur, je pense. Une cabane perdue dans la neige et des jeunes filles qui disparaissent tour à tour la nuit venue. Des monstres parasites cachés au fond des bois qui attendent la proie idéale pour faire leur nid. Emily Carroll nous livre un florilège de contes horrifiques à l'ambiguïté grinçante et nous rappelle cette délicieuse sensation d'avoir peur confortablement installée sous les couvertures en toute sécurité. À moins que. Cool. Alors évidemment, elle a une patte graphique très spécifique à elle. Donc il y a effectivement des planches, mais il y a aussi... je ne vous montrerai pas celle-là parce qu'elle est vraiment bizarre. Mais il y a aussi en fait des façons de faire qui sont très spéciales. Très spéciales. Enfin, bon, j'adore. Mais je pense que ça va être très malaisant en fait, d'après ce que je comprends. Elle a un monde intérieur qui est assez sombre, cette autrice-là en fait. En tout cas, vous irez regarder sur Google. Mais c'est ça, donc ça donnerait ça. À voir. En neuf, cette fois-ci, je l'ai acheté parce que je sais pas pourquoi, il m'a comme tapé dedans. Je l'ai vu arriver en librairie, puis je me suis dit, oh, faut que je me l'achète, celui-là, je sais pas pourquoi. J'ai beaucoup aimé effectivement le pitch à l'arrière et le dessin aussi,
m'a vraiment interpellée. Donc c'est Hubert Maury qui est au scénario et au dessin. Cette fois-ci, c'est chez Glénat. Et ça s'appelle Diplomatie clandestine. Il est quand même assez gros. Mais alors, ça parle de une plongée inédite au cœur des services secrets français. Afghanistan 2010. Raphaël, officier de renseignement français, débarque à Kaboul pour recruter des ressources humaines dans un contexte où les attentats se multiplient. À son arrivée, sa première mission est de rompre le contact avec une source jugée peu fiable. Aramis, un ancien douanier afghan. Mais au moment de la rupture, Aramis abat une dernière carte annonçant un attentat suicide imminent. Blablabla, blablabla, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu long. Mais ce qui est intéressant, c'est les petites explications par rapport à Hubert Maury, où ils disent « Fort de son expérience des milieux diplomatiques et en zone de crise, Hubert Maury puise dans ses souvenirs pour bâtir ici une fiction d'espionnage à l'implacable authenticité. » J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Puis le dessin, je vous dis, j'adore. J'adore. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été attirée effectivement par... ouais, j'ai vraiment été attirée par cette bande dessinée-là, par le thème et par le dessin. Je sais pas, ça m'a rappelé d'autres bandes dessinées quand même assez classiques, mais pleines d'aventures et tout. Je sais pas, on va voir. On va voir, on va voir. Ensuite, un premier tome pour essayer, parce que vous me l'aviez recommandé quand j'ai présenté à la store de Sombre Garde, en tome 1 évidemment, où c'est de la dark fantasy. Vous m'aviez recommandé en fait une bande dessinée, donc je me suis dit allons-y, allons-y, on va se prendre le tome 1 déjà, en dark fantasy évidemment. Donc là on est chez Glénat, et alors c'est adaptation et scénario Julien Blondel, dessin et couleurs Didier Poli, Robin Reich et Jean Bastide. Alors, par contre, c'est d'après l'œuvre de Michael Moorcock. Je ne savais pas que c'était d'après un roman, en fait. Et ça s'appelle Elric. Donc, c'est vraiment le tome 1. Donc, c'est vraiment de la dark fantasy. Hein. Des siècles après ta mort, ta légende et ton nom resteront gravés dans les mémoires. Les plus belles reines du monde se donneront pour mourir de ta main comme ta mère avant elle. Blablabla. Appelle-moi, maudis-moi, attends-moi, mon aimé, car bientôt nous serons réunis. Cute. Alors, il y a cycle premier, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4. Apparemment, il y a encore des cycles à rallonge. Mais il paraît que c'est une excellente bande dessinée. J'adore le dessin. Le dessin est superbe. Vraiment superbe. Je sais que vous risquez d'être un petit peu dithyrambique dans les commentaires, parce que je pense qu'elle fait quand même pas mal d'unanimité, en fait, cette série. Donc, cool. Ensuite, alors, je pense que c'est un léger ovni, disons. J'ai découvert Dominique Monferry, donc dessinateur, scénariste, avec Après la vague. Donc une reprise d'un roman de Sandrine Colette. Et je me suis trouvé peut-être un petit truc qui sort complètement de l'ordinaire. En fait, là, on est chez Paquet. Et donc scénarisé, dessiné par Monferry, encore une fois. Et ça s'appelle Evil Road. Je sais pas si vous voyez la couverture, mais ça a l'air vraiment drôle. Quand Elias demande à son frère jumeau, Ellis, de s'arrêter pour se soulager, il est loin d'imaginer que ce geste anodin va plonger leur road trip en plein cauchemar. Ça donne ça. C'est assez marrant. Puis au niveau dessin, je sais que j'adore le dessin de Monferry. Je ne sais pas s'il va être à plein régime, effectivement, avec cette BD-là, mais on verra. Et je pense que ça va être drôle. C'est encore deux vieux qui partent sur les routes, donc à mon avis, ça va être super drôle. Ensuite, toujours d'occasion, cette fois-ci, on est chez Rue de Sèvres, donc j'attends que le deuxième tome descende de prix pour pouvoir l'acheter aussi, à moins que je l'achète neuf, on verra. D'après le roman de Margaret Mitchell, c'est Pierre Allary, en fait, qui fait scénario et dessin, si je ne m'abuse. C'est bien ça. Et c'est Gone with the Wind. Donc beau bébé, dos toilé. C'est vraiment une très jolie présentation, je trouve, pour cette bande dessinée-là, donc chouette. Puis le dessin. J'ai entendu des bonnes chroniques, en fait, comme quoi le roman était quand même bien repris par rapport à cette Scarlett qui nous tape sur les nerfs, donc. Bon, je pense que j'ai lu le roman quand j'étais gamine, en fait, 2 ou 3 fois, je crois. Mais bon. J'ai hésité à acheter la bande dessinée parce que ça... Bon, garder l'esprit des fois du roman, c'est chouette. Avec la bande dessinée, ça peut déflorer plus de trucs ou partir ailleurs. En fait, notre imagination part un petit peu ailleurs, mais on va voir. Ensuite, une bande dessinée que j'ai achetée hier parce que j'ai été me la faire dédicacer. C'est chez Daniel Minguien. Puis c'est Laurine Klein au scénario et Grune au dessin. Et c'est Les Hautes Herbes. Ouais, c'est de la science-fiction, écologico, tout ça. Puis alors le dessin de Grun, vraiment magnifique, vraiment sublimissime. Bon, alors on est dans un univers complètement science-fiction en fait, on n'est pas du tout dans notre époque à nous. Puis si je me trompe pas, tu connais nos règles, jamais plus de 3 nuits au même endroit, les animaux sont sauvages et les hommes sont pires. C'est une histoire en fait, il m'a expliqué un petit peu, je vais vous montrer quand même ma dédicace. Voilà. Elle est très chouette. C'est une histoire en fait qui, habituellement, il fait pas mal de science-fiction, cet auteur-là, parce que je me suis acheté aussi, que je vais vous présenter un petit peu après,
une autre bande dessinée de sa part qui est très très science-fiction. Celle-là, elle est un petit peu plus nuancée parce qu'elle est plus, d'après ce que j'ai compris, plus tournée vers la famille, vers les messages écologiques, même si c'est un univers qui est complètement... Ouh. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que Laurine Klein, c'est la compagne de Grune, ou de Grun, je ne sais pas comment ça se dit. Donc ils ont dû travailler effectivement en équipe sur cette bande dessinée-là. Puis je vous dis, le dessin est absolument sublimissime. Ça, c'est ce qui m'a attiré le plus. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est superbe. C'est superbe. Je pense que ça va être initiatique. Ça va être, non, ça va être vraiment intriguant, je pense. Donc ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, les bandes dessinées sont classées par ordre alphabétique. Donc, on continue avec le M. Alors, cette fois-ci, c'est un série de presse aussi. Donc, c'est aux éditions Les Arènes BD. Puis, c'est scénario Julie Birman. Le dessin est de Georges Mélier. Les couleurs sont de Sandra Desmazières. Il y a une direction scientifique aussi de Claudine Grandmont, pourquoi pas. Et ça s'appelle Matisse, le rêve absolu. Alors là, l'aider depuis le premier jour à trouver la solution à son problème pictural, ma mission sur Terre. Ces mots d'Amélie, épouse d'Henri Matisse, révèlent un autre visage du peintre du bonheur de vivre. Celui d'un homme hanté par l'angoisse créatrice, prêt à tout pour atteindre l'absolu, le bon tableau. Muse, soutien indéfectible et pilier de l'artiste, Amélie l'accompagne sans relâche depuis leur rencontre. Mais lorsqu'une nouvelle crise artistique survient et qu'Henri découvre une source d'inspiration inattendue, c'est leur équilibre même qui vacille. Super, j'adore. Le dessin est quand même super intéressant aussi. Ça donne ça. Puis c'est toujours intéressant de découvrir un personnage connu, évidemment, via le regard de quelqu'un d'autre. Donc la femme, l'ami, l'enfant, ça peut toujours être intéressant. Je ne l'ai pas encore lu, en fait, donc je suis quand même pas mal intriguée de ce que ça va donner. Mais vraiment une belle bande dessinée, vraiment. Très très jolie bande dessinée. Ensuite, alors c'est encore Dominique Monferry, on dirait que je tombe amoureuse, qui scénarise et qui le dessine. C'est donc d'après le roman d'Henri Troya, et je l'ai acheté d'occasion en fait cette bande dessinée là, et c'est La Neige en deuil. C'est vraiment parce que quand ma mère a vu la pochette de la BD, elle a dit ouh, il était pas facile à lire en fait ce bouquin là. Donc on va voir de quelle façon effectivement Monferry aura fait une reproduction. Et puis je vous dis, le dessin de Monferry c'est comme waouh. Ouais, on applaudit à trois mains. Hein. Ah là là, que c'est beau. Que c'est beau. Alors évidemment, ça va sentir le terroir, hein, parce que Henri Troya, La Neige en deuil, on va voir. Et ça parle de... ne me lancez pas la pierre, je ne sais effectivement pas. Je ne sais même pas si je l'ai lu, je ne l'ai jamais lu, je pense. C'est entre guillemets, je ne peux pas monter là-haut. Je n'ai plus ce qu'il faut dans les mains, dans la tête, j'ai peur. La montagne, elle ne veut plus de moi. Ça, c'est juste un petit exergue. Et puis en dessous, il y a marqué Dominique Monferry insuffle une dimension épique au récit intimiste d'Henri Troya, dans une adaptation d'une rare intensité. Ouais, je pense que ça va être assez chouette. Ensuite, alors celle-là, je suis restée sur le cul parce que chez Momox, elle était vraiment, mais vraiment pas chère. Donc je me suis dit, let's go camarade, j'aurais voulu l'acheter, mais c'est ça, à un moment donné, il faut faire des choix. Mais là, elle était vraiment pas chère, donc je l'ai prise pareil. Alors on est chez Grand Angle cette fois-ci, donc chez Bambou. Et c'est Juanjo Rodriguez, on va le dire correctement, c'est Juanjo Rodriguez, avec un J point donc, qui a écrit La Nouvelle Arcadie. Puis ça se présente de cette façon-là. Ouais, j'étais intriguée en fait par la BD parce que ça a l'air d'être un petit peu fantastico. Il y a une notion aussi par rapport à des dieux, etc. Donc on va voir. Fin des années 60. Prométhée, fois mangé, jeune employé d'une puissante multinationale est envoyé dans un village méditerranéen pour acquérir les terrains afin d'y bâtir un ambitieux complexe touristique, la Nouvelle Arcadie. Les habitants y voient la promesse d'un avenir meilleur, sauf une famille, les noms de dieux. D'accord. Le patron de Prométhée lui intime de briser l'unité de la dite famille, propriétaire du morceau de côte le plus précieux, de les diviser pour mieux les faire plier. Il s'installe dans leur hôtel et commence une douce manœuvre de manipulation. Il les approche méthodiquement un par un, gna gna gna, et découvre un parfum d'éternité flotte en effet dans l'air et certaines forces anciennes ou nouvelles ne se laissent pas acheter facilement. Le dessin est super chouette. J'adore. Le dessin est super chouette. Et alors, comme même en lisant le résumé, ça me dit rien du tout. Probablement que ça va être une dénonciation de quelque chose, manipulation, prise de pouvoir, truc entre, je sais pas, on va voir. Mais le dessin est super beau, les couleurs sont magnifiques. Donc vraiment, je suis super contente de l'avoir trouvé d'occasion. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir breton. Et d'ailleurs, j'en ai lu une sur les deux que je vous présenterai en avis lecture probablement la semaine prochaine. On est chez Vent d'Ouest, donc en format poche. Je les ai achetées neuves. La première, alors les deux sont scénarisées par Patrick Weber et dessinées par Nicobi. Et c'est ça. Donc c'est vraiment Bretagne. La première, c'est Ouessantine et le deuxième, c'est Sang de Saint.
Celle que j'ai lue, c'est celle-là. J'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça sent la Bretagne à plein nez, il y a une intrigue, il y a des personnages, il y a toute une atmosphère effectivement bretonne, surtout sur ça, parce qu'en fait, dans cette bande dessinée-là, que je vous chroniquerai donc la semaine prochaine, on suit une jeune fille en fait qui vient s'installer sur l'île d'Ouessant. Donc forcément, elle n'est pas du coin, enfin bref. Donc c'est non vraiment chouette. Le dessin est sympa, puis en format poche, c'est correct. Ça m'a donné quand même envie d'acheter la BD à plus grand format, mais pff, je me suis dit non, ça va rester comme ça, c'est très bien. Après tout, ça m'a coûté 10 €, donc c'est ça. Mais vraiment chouette, une jolie intrigue, des personnages vraiment sympathiques. Donc ouais, vraiment chouette. J'imagine que sans dessin, ça va être un petit peu le même acabit, sauf que là, alors, ah bah ok, donc Patrick Weber et Nicobi nous emmènent sur une autre de ces îles bretonnes au parfum du bout du monde. Un lieu à la poésie sauvage et brute où les éléments réveillent les plus bas instincts des personnages. Ouais, ça va être chouette. Le dessin est à peu près la même chose. Ça donne ceci, toujours en format poche. Donc effectivement, c'est un peu petit, mais c'est bien aussi, je pense. Mais ouais, vraiment, ça goûte vraiment la Bretagne. On sent vraiment le sel sur les lèvres et tout. C'est vraiment cool. Ensuite, la fameuse deuxième bande dessinée que j'ai achetée hier. Parce que j'étais intriguée. Honnêtement, j'étais intriguée déjà. Je regardais déjà sur Momox si je pouvais pas l'acheter. Finalement, je l'ai acheté neuve. Je l'ai pas fait dédicacer parce que j'étais encore une des dernières à faire la dédicace. Donc, j'ai pas eu, ça, je voulais pas l'embêter avec ça. Mais cette fois-ci, c'est scénarisé par Unberg. Donc, toujours dessiné par Grune. Et c'est Space Relic Hunter. Toujours chez Daniel Minguia. La science-fiction pure et dure. En fait, en attendant la dédicace de l'autre bande dessinée, donc Les Hautes Terres, je l'ai lu. Alors, c'est pas une bonne idée, je pense, de lire pendant qu'il y a plein de gens autour, puis qu'on n'est pas très concentré et tout ça. J'ai bien aimé, mais je vous en ferai aussi un avis lecture, je pense. Le dessin est absolument superbe, vraiment. Ouais, c'est de la science-fiction pure et dure. En fait, ça porte bien son nom, hein, Space Relic Hunter. C'est vraiment des chasseurs de reliques. Donc, on va suivre l'aventure de 3 personnages. Donc, une jeune fille, un type, en fait, qui est un truc, on va dire. Vous voyez celui-là, là, celui-là, qui est caché, en fait, derrière un masque, mais qui travaille de concert avec la jeune fille. Et un troisième larron qui va se greffer à eux, parce qu'ils vont avoir une mission, en fait. Donc, non, les dessins sont absolument superbes. J'ai bien aimé, mais j'ai pas trop couru après. J'étais un petit peu... c'est vraiment de la science-fiction, un peu à la Valérian et Laureline, je trouve. Mais sympa. Ensuite, oui, je vous avais parlé de ça, en fait, dans mon dernier book haul. Comme quoi, je voulais effectivement trouver cette bande dessinée-là. Cette fois-ci, on est chez Le Lombard dans leur collection signée. Et c'est... Alors, je sais plus lequel des deux fait quoi. Alors, c'est Dubois. C'est souvent à la fin qu'on voit. Donc, Dimitri Armand, c'est le dessinateur. Et Pierre Dubois, c'est le scénariste. Et c'est Sykes. Donc je l'ai trouvé en fait à un prix raisonnable sur Momox, donc bien contente. Donc c'est du western un petit peu moderne, je pense. Je pense pas que ce soit du western dans les années 1860 ou 70, peut-être un petit peu plus tard. Donc il paraît que c'est une bonne série. Il y a le premier que j'ai acheté donc la semaine dernière, le mois dernier. Puis celle-ci en fait qui... alors je sais plus laquelle est avant l'autre, je sais plus. On verra bien. Mais chouette aussi je pense. Ensuite, celle-là, je l'ai achetée, mais ça a été un cadeau, en fait, de ma marraine. Je vous expliquerai pourquoi après, pas la BD suivante, mais celle d'après. J'ai craqué, en fait, sur cette bande dessinée-là, parce que Mathilde, de la librairie BD 16, n'arrête pas de l'encenser, donc je me suis dit, ok. J'ai plutôt des goûts un petit peu différents, souvent, de ce qu'aime Mathilde, mais celle-là, je pense que je vais accrocher tout de suite. Donc, cette fois-ci, on est chez Glénat, et c'est Norm Connew, en fait, qui est au scénario et dessin, et c'est The Junction. Très contente de l'avoir eu, merci ma reine, c'est un beau cadeau, vraiment. Parce que je pense que c'est un jeune garçon qui a 12 ou 13 ans, je pense, peut-être 10, je sais pas, qui disparaît à un moment donné, puis qui revient beaucoup plus tard, mais il n'a pas vieilli. Donc très inquiétant, très bizarre et tout. Alors le dessin, effectivement, de... Comment s'appelle l'auteur? Norm Connew. C'est très spécifique à lui. C'est extrêmement carré et avec des couleurs, en fait, assez particulières. Donc on va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est super doux, super attachant. Ça parle du deuil. Donc on va voir. Alors moi je n'ai pas acheté en fait son premier qui s'appelle Downlands. Peut-être que je craquerai à un moment donné si je le trouve d'occasion. Je sais pas, on va voir. Mais non, j'ai bien hâte de le lire aussi celui-là. Je pense que je vais aimer. Je pense que je vais aimer. Ensuite, toujours d'occasion. Non, toujours d'occasion, non, parce que le précédent était quand même neuf. Et cette belle dessinée-là est d'occasion, même si elle paraît neuve, effectivement, achetée chez Momox, encore une fois. J'ai presque fini ma collection, en fait, des rivages Casterman noirs, parce que j'ai trouvé, en fait, Toubab or not Toubab. Donc, c'est des formats mous.
Il y en a peut-être une quinzaine ou une vingtaine, je pense. Puis celui-là, c'est Sonon et Mercier qui s'y collent sur un roman de Jean-Claude Deray. Donc c'est vraiment des policiers noirs de chez Casterman, en fait, qui sont repris en bande dessinée. Là, Hondo a 12 ans, il est mauritanien. Avant de mourir, sa mère l'a confié à Husseini, un chamelier avare et cruel. Hondo voulait bien s'enfuir avec Yasmine, sa fille, mais le sort en a décidé autrement. Un ouragan emporte les chameaux dont il a la garde et pris de panique, il se sauve dans le désert, etc. Donc c'est toujours très sombre, très bizarre, un peu policier. Les affaires de drogue, de mafieux, enfin, non, bref, c'est du policier noir, on va dire. C'est vraiment du polar noir. Donc celui-là, j'aime bien le dessin. Il y en a certains, il y en a d'autres en fait dans la même collection qui sont, ok, il y a des auteurs qui ont une patte graphique qui me font un peu grincer les dents. Et celle-là, j'aime bien. Celle-là, j'aime bien. Quand je vous dis, elle fait tellement neuve, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Et le deuxième cadeau, effectivement, de ma marraine. Ils sont venus en visite en fait chez ma mère, où j'habite encore aujourd'hui, là, pour l'instant. Ils sont venus en visite quelques jours et en parlant bouquin évidemment parce que forcément on est tous des lecteurs et en parlant bouquin on a parlé de Watership Down et elle m'a dit en fait avoir c'est un de ses bouquins qu'elle a adoré en fait, adoré et je lui ai dit c'est sorti en bande dessinée donc on n'a pas été faire de tour à la librairie parce qu'on n'a pas eu le temps mais elle m'a comme donné un petit billet. J'ai eu l'impression de retourner en enfance. Elle m'a donné un petit billet en me disant tu t'achèteras cette bande dessinée puis tu me diras ce que tu en auras pensé. Donc là le scénario est de James Sturm, les dessins sont de Joey Stupfin, les lettrages de Léopold Prudon, la traduction est de Pierre Clincard et Hélène Charrier et c'est Richard Adams donc, qui a écrit Watership Down. Donc j'ai acheté la bande dessinée, j'ai freiné, mais là c'est un cadeau donc yeah, on y va. Gros bébé quand même. Je l'ai lu, donc je vais pouvoir vous en faire un avis lecture. En fait, on suit effectivement une bande de lapins. Alors, on a l'impression que c'est enfantin, mais ça ne l'est pas du tout. C'est des sujets, en fait, qui sont extrêmement adultes, parce que c'est des lapins qui partent à l'aventure, quoi. Ils s'échappent de d'un carcan, en fait, dans lequel ils sont, et ils vont essayer d'aller se baser ailleurs. Donc, ils vivent plein d'aventures. C'est vraiment chouette. Les lapins sont super mignons, mais je pense que j'ai décidé de m'acheter le roman à un moment donné pour le lire, parce que des fois dans les dessins des uns et des autres, quand le lapin n'est pas désigné, j'avais un petit peu de mal à les reconnaître. Donc, mais c'est une très jolie bande dessinée. Enfin, je veux dire, quel boulot aussi, c'est impressionnant. Puis le travail d'édition est magnifique, quoi. Enfin, je veux dire, Monsieur Toussaint Louverture, c'est waouh. La dernière, je pense, édition du livre, donc du roman, est aussi chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc chouette initiative, je dirais. Vraiment cool. Et la petite dernière, toujours achetée chez Momox. Et là, je me suis vautrée. Entre guillemets, je pense que je vais la garder quand même. De toute façon, à mon avis, il est trop tard pour la retourner. Mais alors là, je ne sais même pas sous quelle... je pense que c'est... On s'appelle Image. Je ne sais pas sous quelle maison d'édition c'est édité parce que je l'ai acheté en anglais. Comme une crétine. Donc c'est un comics. Et c'est World 333. En tout cas... C'est ça, donc ça c'est scénarisé par Scott Snyder. Est-ce que c'est dessiné aussi par Scott Snyder? Je ne sais pas. Alors, Words by James Tynion IV, Art by Fernando Blanco, Colors by Jordi Belair, Letters by Aditya Bidikar, Edits by Steve Fox, Design by Dylan Todd. Êtes-vous encore là? Donc c'est ça, c'est tout ça. J'ai commencé à regarder un petit peu, ça a l'air assez... ça a l'air assez chaud. Ça a l'air assez chaud. Je ne vous ferai pas l'injure de vous lire le pitch enfin en anglais. Bon, c'est du dessin comics, ça fond la caisse. D'après ce que j'ai cru voir, l'antagoniste principal est pas mal les seins à poil. Donc bon, c'est ça, c'est ça. Alors en 1999, Gabriel et ses amis découvrent les Undernet, une architecture secrète dans l'Internet. Ils commencent leur exploration à partir d'un message qui s'appelle Word TR33. Alors sachant les scénarios effectivement de Tynion 4, ça va être comique là. Comique, tout est relatif. Ça va être assez dur et assez costaud. Donc est-ce que je vais vraiment suivre bien l'intrigue en anglais? On verra. Au pire, je me la garderai puis je me la rachèterai en français. Mais non, ça peut être un bel exercice aussi en fait. Ouais, il y a du sang, il y a des filles à poil, il y a pas mal de trucs. Ouais, c'est ça. J'imagine que la réalité virtuelle va aller dans la réalité réelle finalement. Donc ça va être assez chouette. C'est marrant parce que c'est un petit format mou, c'est cool. Et je sais pas combien il y a de tomes de prévus, dites-le moi. Je sais que le deuxième tome est sorti en français. Donc bon, si j'ai aimé l'anglais, peut-être que je vais continuer sur l'anglais quand même, ça serait bien. Mais donc c'est ça. Je sais pas ce que ça va donner, on verra. Donc voilà pour ce book haul encore de la mort, n'est-ce pas? Alors le truc que je m'étais dit effectivement en milieu de mois, étant donné que j'avais 2 SP ou 1 SP, puis des cadeaux et tout, je me suis dit, oh mais j'ai pas dépensé tant que ça. Donc c'est ça. Alors malheureusement, effectivement, ou heureusement, tout est relatif.
À la librairie Bulle, effectivement, hier, donc samedi, il y avait donc Grune qui était là en dédicace. Donc forcément, j'ai acheté son bouquin, quoi. J'en ai acheté 2. J'aurais pu me contenter d'en acheter qu'un seul, mais j'en ai acheté 2. Donc ça a vraiment été la dernière extrémité d'achat pour le mois de mars. Mais c'est ça. Mais je vous dirais que je pense le 2 mars, j'en avais déjà acheté une dizaine. Donc j'avais déjà lâché mon fou sur Momox. Et donc forcément, ça monte vite, quoi. Mais 27, ça fait quand même pas mal. Je pense que c'est à peu près, pour vous donner une idée, mais me lancez pas la pierre, n'est-ce pas? J'en ai eu à peu près pour 300 euros. Alors pour quelqu'un qui est... bah, je suis pas au chômage actuellement, là, mais je vais le redevenir. Mais c'est ça, faut que je fasse attention. Mais bref, on s'en fout, on a du poil au genou, comme dirait l'autre. En tout cas, les gars, n'est-ce pas? Puis c'est ça, donc bah, je sais pas, dites-moi lesquels vous avez lus. Lesquels vous avez beaucoup aimé. Je vous dis, je vais faire un avis lecture aussi de ceux que j'ai lus de la petite pile. Vous avez le lien pour celles que je vous ai déjà chroniquées, donc il y en a 4. Puis il y en a 2 ou 3 que j'ai déjà lus, que je vous chroniquerai en fait la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc n'hésitez pas à me dire, lesquels vous avez capoté dessus et que vous avez adoré et que c'est ça. Donc, bah, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD. Puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!